Bienvenue à tous donc sur le forum ID Midcap. On termine avec l'idée fausse numéro 16, les valeurs moyennes, un segment de la cote difficile à aborder. Et on va l'aborder avec Bruno Gel qui est analyste chez ID Midcap. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors justement, comment on peut aborder ce segment? Comment vous l'abordez, ID Midcap? Vous faites de l'analyse financière de valeurs moyennes. Quels sont les premiers réflexes que vous avez sur ce segment? Alors, les premiers réflexes, je crois que la méthodologie est assez classique pour tout le monde dans le métier, c'est de commencer par aller collecter l'information brute. L'information brute, c'est la même que celle que vous pouvez tous avoir sur Internet, c'est sur les wires. Donc, tous les wires, ce sont les sites qui communiquent l'information pour le compte des sociétés cotées. Vous trouvez l'information sur le site de l'AMF, sur le site d'Euronext, vous trouvez l'information sur le site des sociétés cotées, vous avez des communiqués de presse, des rapports semestriels, des rapports annuels, bref, c'est toute cette masse de travail qu'on commence par collecter, normaliser dans un système d'information qui permet de faire des comparaisons, etc. Et ensuite de valoriser et puis de pouvoir vous donner des opinions et des objectifs de cours. Alors j'imagine quand même que, comme les journalistes d'ailleurs, vous regardez aussi derrière les communiqués de presse, derrière la communication des sociétés, ce qu'il peut y avoir, et pour effectivement voir si ce qui est dit est exact ou creuser un peu plus l'information. Alors effectivement, c'est là où souvent on en fait plus que les particuliers parce qu'on a beaucoup plus de temps et qu'on est payé pour faire ça. C'est de rencontrer très régulièrement le management pour vérifier les hypothèses de croissance qui sont données, quand elles sont données d'ailleurs, parce que sur les valeurs moyennes, pour la plupart du temps, il n'y a même pas d'objectifs qui sont donnés, donc il faut aller soi-même chercher les informations de marché et analyser la dynamique commerciale de la société sur les dernières années, vous vérifiez la qualité du management, même souvent la qualité, la composition du conseil d'administration, parce que ça peut poser des problèmes quand la gouvernance est trop auto-centrée. Et derrière, effectivement, rajouter cette couche par-dessus la couche qui est disponible pour tout le monde pour pouvoir en tirer des enseignements et évidemment des chiffres qui permettent eux-mêmes de mener à des multiples et des niveaux de valorisation. Ça veut dire aussi rencontrer les dirigeants d'entreprise, comme on a pu le faire aujourd'hui, refaire un peu le point avec eux régulièrement? Ça veut dire les rencontrer déjà plusieurs fois par an parce que rien n'est obligatoire, hein, il faut le savoir en bourse. Une société n'est pas obligée de faire une réunion pour les analystes ou pour les journalistes. Il y a une seule assemblée générale ordinaire qui est obligatoire par an, à laquelle tous les actionnaires ont le droit de participer. Nous, quand on a la chance d'avoir des réunions qui nous sont réservées, bien sûr on y va, c'est généralement 2 fois par an, pour la présentation des résultats annuels et la présentation des résultats semestriels. Et bien sûr, en dehors de ça, on essaye de voir encore plus le management chez eux, chez nous, pour approfondir finalement, parce que 2 heures de réunion analyste, on voit beaucoup de choses, mais en même temps, on voit rien. C'est-à-dire que souvent, on commente la publication qu'on a devant les yeux, mais on oublie de reparler des fondamentaux, de la stratégie, de où se situera la boîte dans 5 ans, dans 10 ans, quelles sont ses expositions à des devises, à des matières premières, etc. Donc effectivement, en fait, on pourrait passer presque toute l'année à creuser une seule valeur pour faire la meilleure analyse possible. Mais après, il faut que ce soit aussi rentable pour tout le monde. Comment vous évitez en quelque sorte l'écueil des analystes parfois d'être peut-être trop euphorique sur une valeur ou au contraire peut-être de sous-estimer son potentiel? Comment on arrive à trouver le juste milieu? On dit parfois les analystes anticipent un peu trop de bonnes choses sur les valeurs. Alors c'est l'expérience déjà. Mécaniquement, quand on pratique un dossier depuis 5 ou 10 ans, qu'on connaît le management, c'est forcément plus facile. Parce que déjà, on a une bonne idée de savoir si le management a fait ce qu'il a dit. Ce qui est pas forcément le cas. Le recul, le fait d'analyser un secteur dans son ensemble et non pas une société comme ça de manière disparate. Suivre le secteur des logiciels, c'est suivre 20 sociétés par exemple à la Bourse de Paris. Donc mécaniquement, quand on arrive à dégager des tendances sur 19 sociétés, la 20e c'est un petit peu plus facile. Alors on a vu au cours des dernières années, ça n'a pas été forcément facile pour certaines valeurs moyennes. Est-ce que vous accordez quelque part votre indulgence à un dirigeant qui aurait un peu surestimé ses performances? Comment ça se passe quand vous êtes déçu sur une valeur? On dégrade notre opinion. Non, mais tout le monde a le droit de se tromper. Enfin, tout dépend de quelle manière on s'est trompé. Le dirigeant qui nous a plaidé pour une croissance de 25% par an pendant 4 ans et qui au final a fait 10% 4 fois, bon, là il y a un problème de crédibilité et de discours. Là, à ce moment, ça veut dire, passez-moi l'expression, mais j'ai envie de truffer mes actionnaires. Quelqu'un qui s'est trompé une année, qui a donné des prévisions justes pendant 4 ans, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de louper une année pour un problème qui est conjoncturel ou un problème qui peut être structurel, qui peut être à cause de la crise. Je crois qu'on en a voulu à personne de ne pas avoir respecté ses prévisions en 2008 ou en 2009 quand l'économie se cassait la gueule.
Donc quelque part, il y a quand même cette plus-value pour le dirigeant qui saura au cours des années tenir ses engagements et peut-être aussi vous tenir informé régulièrement de ce qui se passe réellement dans sa société. La transparence. C'est-à-dire que donner des objectifs, c'est pas forcément être transparent. Être transparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner les clés à tout le monde dans la communication officielle de la société, à comprendre, à analyser, à savoir comment va évoluer le business de la société. Donner un objectif, finalement dire cette année je vais faire 10% de croissance, c'est pas forcément transparent. Ça veut dire quoi? Comment vous allez faire vos 10% de croissance? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre marché? Est-ce que c'est une internationalisation? Est-ce que on a plein de boîtes qui nous disent aujourd'hui, tiens, en 2010 on a fait 5% de croissance, youpi, mais en fait sans le dollar c'était zéro. Donc la transparence, c'est un tout. C'est à la fois une communication régulière et approfondie et de la crédibilité du management et sa capacité d'exécution. Donc deuxième invité sur cette idée fausse numéro 16, donc Vincent Le Sane qui est responsable bureau analyse chez Ports en Parc. Vincent Le Sane, on évoquait le segment de la cote, donc les valeurs moyennes difficiles à aborder. Chez Ports en Parc, ça fait longtemps que vous étudiez ce segment. Est-ce que vous dites que c'est difficile à aborder pour les gens qui nous suivent ou est-ce que vous dites non, il y a plein de choses à faire, c'est un secteur intéressant? Bah, effectivement, enfin là je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. Déjà c'est un secteur qu'on suit, comme vous le disiez, depuis historiquement, puisqu'on a été un des acteurs, je dirais, à l'origine du second marché à l'époque, hein, puisqu'on on a commencé par l'introduction de sociétés comme Manitou, je dirais, aux alentours de la région nantaise, dossiers comme Beneteau, Fleury-Michon, et puis plus généralement on s'est développé au niveau national avec le développement du nouveau marché dans les années 90, et puis plus récemment Alternex. Donc oui, c'est un dossier dans lequel on croit. C'est un dossier qui permet notamment de rencontrer directement en fait les dirigeants d'entreprise. Hein. Ça c'est aussi un des points différenciants avec les grandes valeurs où là, je dirais notamment pour les particuliers, c'est plus compliqué d'avoir accès direct aux dirigeants. Donc oui, c'est un secteur sur lequel il est intéressant de travailler. Et je pense que c'est ce que vous disiez également en introduction, c'est un dossier qui a la bonne idée de présenter plus de croissance, puisque s'il fallait retenir un chiffre sur les 11 dernières années, c'est un marché qui a fait 9 fois mieux que les grandes valeurs. Hein. Donc chaque année, on le voit, et c'est encore le cas cette année, c'était le cas l'année dernière. Donc voilà, un secteur qui est relativement intéressant. Alors, il y a un visiteur qui nous posait la question, c'est quoi les valeurs moyennes finalement aujourd'hui? Parce qu'il disait, avant il y avait le second marché, vous parliez du second marché, ça remonte quand même un petit peu à quelques années. 83 création. Aujourd'hui, c'est quoi pour vous les valeurs moyennes? Elles se trouvent où? Alors les valeurs moyennes, on va dire que ça va commencer de quelques millions d'euros de capitalisation qu'on va retrouver, je dirais, si on va sur le marché le moins connu, le moins réglementé, qui est le marché libre, qui est un marché qui est en train de, je dirais, d'être beaucoup moins attractif. Hein. D'ailleurs, les autorités de marché font tout pour que les sociétés soit sortent en fait de ce marché-là, soit se transfèrent sur le second marché, je dirais, si on remonte un peu en termes de taille, qui va être Alternext. Donc qui est un marché qui se veut être relativement attractif pour permettre aux entreprises de venir en bourse sans trop de contraintes, puisque c'est effectivement également un des points qui est souvent souligné par les entreprises, c'est la bourse, ça coûte cher, c'est très compliqué, on demande beaucoup de choses en termes de publication. Donc Alternext est un segment qui permet aux entreprises d'arriver par la bourse avec des contraintes qui sont moins fortes en fait que le marché réglementé. Et puis si on remonte encore en termes de taille, là on arrive sur le marché réglementé NYSE Euronext. Donc vous avez le compartiment C et puis on va aller jusqu'au compartiment B. Et là on se situe sur des capitalisations qui sont de l'ordre de 1,5 milliard à 2 milliards. Donc ça veut dire un échantillon très vaste, finalement, entre une société qui va peut-être faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, même moins, une société qui fera quelques milliards. C'est un des intérêts d'ailleurs, puisque c'est un univers qui représente 8 à 900 valeurs. Donc dans lequel vous pouvez trouver énormément de belles histoires. Donc effectivement, c'est aussi là où sur le CAC 40, on tourne un peu toujours autour des mêmes dossiers, Alcatel, voilà. C'est aussi un des attraits des valeurs moyennes, c'est que même en absence d'introduction, et ça aussi c'est un des points qu'on attend tous, c'est le retour des introductions en bourse, puisque maintenant depuis je dirais la mi-2007, il y a peu d'opérations. Vous en attendez concrètement? Vous pensez
qu'il y a des dossiers que vous préparez, que Oui. d'autres préparent pour peut-être, maintenant on parle de 2011, forcément. Oui, clairement, la déception de l'année, ça a été, sur les valeurs moyennes, ça a été les introductions en bourse. Puisque contrairement aux autres années, on a connu un premier semestre beaucoup plus actif, avec beaucoup d'opérations, avec des tailles qui étaient... nous, on avait recensé une dizaine d'opérations avec des tailles de levée supérieures à 5 millions d'euros, donc qui sont déjà des opérations conséquentes, avec des dossiers, bien sûr, très biotech, mais également d'autres secteurs. Je pense à Medica, je pense à Merci Plus. Donc le premier semestre était très prometteur. En revanche, le second semestre a été relativement décevant. Alors bien sûr, il y a eu le coup d'arrêt de l'opération barrière qui a un peu refroidi en fait ce marché des introductions en bourse. Mais clairement, 2011 doit être le retour. Et on sait très bien que c'est un des vecteurs d'intérêt de ce marché, c'est le retour des introductions en bourse. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Et on pense que ce sera le cas sur 2011. Est-ce qu'il n'y a pas des risques justement quand on voit un peu cet effet de mode? On parlait de biotech, il y en a eu beaucoup, tout ce qui est un peu développement durable, etc. Il y a un peu des effets de mode sur les introductions en bourse. Alors, il y a toujours des effets de mode. Je pense que l'intérêt en fait du marché, c'est de pouvoir attirer tout un tas de types d'activités, que ce soit le secteur biotech avec des projets qui sont relativement naissants, avec des niveaux de risque qui sont importants, à des entreprises plus établies et qui permettent, je dirais, d'équilibrer le risque dans un portefeuille. C'est très important. Et c'est peut-être sur ce côté-là où aujourd'hui, en dehors des quelques dossiers qu'on a pu citer, je pense à Medica, je pense à CFAO, mais quelque part, si encore une fois on compare l'avènement du second marché, sur le second marché, on avait beaucoup de sociétés de taille plus importante et aujourd'hui, on en est très loin. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un vecteur d'espoir puisque on sait très bien que, encore une fois, c'est un des vecteurs de croissance sur ce marché. Aujourd'hui, il ne l'est pas et on s'attend clairement à ce que ce soit le cas sur 2011. Est-ce que c'est une question aussi qui revient souvent? Est-ce qu'en termes de valorisation, on est au mois de novembre, est-ce qu'en termes de valorisation, on a très souvent dit que les mid-cap avaient surperformé les grandes valeurs. On en est où en termes de valorisation? Est-ce qu'on est au milieu du gué en quelque sorte? C'est-à-dire qu'on peut estimer en tant qu'analyste qu'il y a un potentiel, ou on en est où pour vous? Nous, clairement, je pense qu'il y a un potentiel. Je citerai qu'un seul chiffre, c'est de regarder en fait les sociétés qui cotent, qui capitalisent sous leurs fonds propres. Le chiffre aujourd'hui est relativement impressionnant. Près de 20% des sociétés de l'indice MIDES 190 cotent encore sur leurs fonds propres. C'est clairement une anomalie puisque une société en bourse mécaniquement doit avoir une valorisation qui est bien supérieure en fait à son actif net. Ça montre vraiment que le marché aujourd'hui n'est clairement pas en surchauffe puisque, pour vous donner une ordre d'idée, au dernier plus haut de marché qui était donc la mi-2007, ce ratio n'était que de 7%. Donc on voit bien que là, il y a, malgré, je dirais, les 2 dernières années de croissance sur ces marchés, on reste sur un marché qui reste relativement abordable. Et si on regarde un autre ratio qui est le plus regardé, qui est le ratio du PER, encore une fois, il n'y a rien d'extravagant. On est sur des niveaux de 14 fois en niveau médian qui correspond au niveau moyen historique, alors qu'on est censé être dans une période de recovery où mécaniquement les PER sont supérieurs. Donc là, encore une fois, on pense vraiment que la valorisation du marché aujourd'hui laisse la place à de programmes de progression. Bruno Gell, en conclusion, justement, c'est votre sentiment aussi sur les perspectives, sur cette valorisation et donc le potentiel qu'on peut y trouver? On a fait la même analyse chez nous avec différents multiples, que ce soit le PER ou des multiples qui sont plus des multiples de professionnels, des multiples de valeur d'entreprise. On est aujourd'hui à des niveaux qui sont inférieurs effectivement à 15-20% de ce qu'ils étaient en 2006-2007 avant la crise. Et comme le disait Vincent, on devrait être plutôt dans une logique où les multiples devraient être plus élevés parce qu'on est dans un contexte de reprise de chiffre d'affaires, de résultats et de croissance. Donc c'est clair, c'est pas normal. Les perspectives, même si la visibilité macroéconomique n'est pas encore géniale, sont là pour 2011, pour 2012. Oui, il y a encore d'énormes opportunités. Et pour préciser d'ailleurs le propos de Vincent sur le PER, on a effectivement fait cette analyse aussi. On s'est rendu compte que les valeurs moyennes, alors si 15 fois finalement c'est le PER moyen de la bourse, les valeurs moyennes sur la période précédente ont plutôt évolué sur des multiples de 30 fois. Donc on est, pour pas dire ça en regardant, enfin ça dépend ce qu'on regarde comme multiple, mais entre 20% et 100% inférieur à ce que ça devrait être si la bourse valorisait les fondamentaux des sociétés aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas. Donc merci à tous les deux d'avoir participé donc à cette idée fausse numéro 16 et merci à vous de nous avoir suivis.